Liées à la relation entre les deux pays, sécurité, investissement, la coupe illicite de bois, le pont de la Sénégambie, autant de sujets à l'ordre du jour. Quels sont les impacts financiers de la mesure sur la transformation des titres précaires en titres fonciers? Que perd l'État? Que gagnent les bénéficiaires? 50 000 au total à Dakar. Éclairage dans la rubrique économie de ce jeudi. Lutte contre l'insécurité croissante à Dakar et dans le reste du Sénégal. La police au front pour lancer l'assaut contre plusieurs types de malfaiteurs. Après une série de violences de toutes sortes, la peur va-t-elle changer de camp? Enquête à suivre dans cette édition. CAN U20, les Lionceaux arrachent une victoire difficile face au Bafana Bafana, 4-3 pour leur deuxième match. Les joueurs de Koto sont premiers de leur poule en attendant le dernier match contre le Cameroun. Une victoire leur offrirait un ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Nous ouvrons ce journal par la visite d'État du président gambien au Sénégal. C'est en fin de matinée que le président Adama Barrow est arrivé à Dakar pour une visite officielle de 3 jours. Il a été accueilli par le président Macky Sall. Les deux chefs d'État ont eu un premier tête-à-tête au salon d'honneur avant de communier avec les populations venues souhaiter la bienvenue au président gambien Babira Biganyaya. C'est en milieu de matinée que le couple présidentiel est arrivé à l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour accueillir leur hôte du jour. C'est la Pointe Toussarène qui a été spécialement affrétée pour le déplacement du président de la République du Gambie. Le président Adama Barrow et son épouse descendent de l'avion pour poser le premier acte tout symbolique d'une visite officielle historique. Après les hymnes nationaux, les deux chefs d'État passent en revue les troupes chargées de rendre les honneurs. Ce sont les premiers pas du président Barrow à Dakar après sa prestation de serment devant le peuple gambien le 18 février dernier. C'est un nouveau départ, un cap qui est franchi. Les deux chefs d'État s'engagent à marcher ensemble pour ouvrir une nouvelle page dans les relations entre le Sénégal et la Gambie. Un premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor avant la communion avec les populations venues souhaiter la bienvenue au président Adama Barrow. Des moments de forte symbiose pour magnifier la renaissance d'une Sénégambie des peuples. Une nouvelle Sénégambie pour trouver la voie dans le développement économique et social pour le Sénégal et la Gambie. Le président Macky Sall et son homologue gambien mettent en place un New Deal entre les deux pays. Banjul s'engage aussi à soutenir le processus de paix en Casamance par Biram Biganyaya. C'est un nouveau départ, la restauration des liens d'amitié et de bon voisinage. Le président Adama Barrow, accueilli sur le perron du palais présidentiel par le chef de l'État Macky Sall. Bâtir un nouvel état d'esprit entre les deux peuples, raffermir les relations fraternelles fondées sur une histoire commune, la géographie et la parenté entre deux nations. Il s'agit aujourd'hui de donner un nouveau souffle à la Sénégambie. Notre volonté, ce n'est pas de restaurer cette forme de Sénégambie où c'était une confédération. Non, notre ambition, c'est vraiment de travailler directement, que les deux gouvernements travaillent directement, que les deux États travaillent directement, sans les artifices d'une confédération ou d'une fédération. Ce n'est pas du tout, aujourd'hui, je pense, à l'ordre du jour. Par contre, tout ce qui peut nous rapprocher par des accords
de coopération dans les secteurs d'intérêt commun, nous l'avons dit, sera renforcée et nous ferons en sorte que la Sénégambie des peuples soit aussi la même réalité que nous vivons au niveau des États. Dans le salon où nous allons déjeuner tout à l'heure, ce salon s'appelle Salon Sénégambie. C'est déjà, c'est vous dire, ce salon qui a abrité l'accord et qui a abrité énormément de faits historiques, et le salon de la Sénégambie, cela suffit à vous montrer quand même la particularité de la relation. Donc nous allons la vivre, mais sans inventer, en tout cas, un fédéralisme ou un confédéralisme, mais directement par le partenariat dans le respect de la souveraineté de chaque État. Gambia and Senegal is already Senegambia. I spoke to the president that these two countries are twins. Ce que je veux signaler, c'est que nous sommes des jumeaux. Le président Macky Sall et moi-même, nous sommes des jumeaux. At the ministerial level, citizens of these two countries should act like twins. Nos ministres doivent être des jumeaux, nos deux peuples doivent être des jumeaux parce que c'est effectivement des jumeaux. Le président Macky Sall et moi-même sommes absolument décidés à porter le niveau de nos relations à un niveau jamais atteint. Peace in Senegal is the peace in Gambia. These countries, you cannot separate them. La paix en Gambie, c'est la paix au Sénégal et vice-versa. We have the same tradition. You cannot see any other two countries in the world that are similar like the Gambia and Senegal. Le New Deal entre le Sénégal et la Gambie va se traduire en actes sur le terrain. Déjà, le président Adama Barrow s'engage à alléger les tracasseries notées à la frontière afin que les échanges économiques se fassent dans les meilleures conditions avec une circulation optimale des personnes et des biens sans contrainte pour les transporteurs. I spoke to Depuis que j'étais là, d'ailleurs, pendant l'impasse politique en Gambie, j'ai discuté avec mon frère, le président Macky Sall, et nous sommes tous d'accord que nous allons faire tous les efforts possibles pour régler ce problème. C'est une volonté bilatérale de part et d'autre, et nous sommes absolument décidés à régler ce problème-là. Et nous savons, nous, en Gambie, nous ne ferons rien qui puisse bloquer, puisse rendre difficile les conditions de transport entre les deux pays. Nous sommes décidés à résoudre ce problème et nous allons le résoudre. C'est une forte volonté politique de part et d'autre. Oui, pour ce qui est de la sécurité aussi, la sécurité en Gambie, c'est la sécurité du Sénégal. La sécurité du Sénégal, c'est la sécurité de la Gambie. La Gambie n'a de frontières qu'avec le Sénégal. Donc c'est tout naturellement que nous discutons et que nous trouverons un accord en matière de sécurité parce que c'est dans notre intérêt commun. Parmi les questions soulevées, il y a la crise casamançaise. Là-dessus, Banjul s'engage à soutenir le processus de paix entamé par Dakar. Le président va accompagner le Sénégal dans la recherche de paix en Casamance. Le Sénégal veut la paix, il ne veut pas la guerre. Et c'est pourquoi nous avons toujours tendu la main à nos frères de Casamance, du MFDC, pour dire qu'il faut aller vers cette direction. Et je dois d'ailleurs quand même reconnaître qu'ils ont fait des efforts. Parce que depuis que je suis là, il n'y a pas eu de problème en réalité en Casamance. Il n'y a pas eu de coup de feu entre le MFDC et l'armée. Et nous discutons. Nous discutons, c'est lent, mais ce sont des problèmes complexes. Et j'ai demandé au président Barrow aussi de nous apporter son soutien dans cette recherche de paix en Casamance, ce qu'il a accepté tout naturellement. Comme un symbole, c'est au salon de la Sénégambie que les deux chefs d'État vont déjeuner ensemble en compagnie des 12 délégations. L'endroit est rempli d'histoire et de symboles. Il est témoin d'une nouvelle ère qui s'ouvre entre le Sénégal et la Gambie. La coopération économique entre Dakar et Banjul a de beaux jours devant elle. Les présidents Macky Sall et Adama Barrow se sont engagés à élever à un niveau jamais atteint les échanges entre les deux pays. Le trafic du bois, le transport et la réalisation du pont de la Sénégambie ont été au cœur des sujets abordés en large tour d'horizon pour renforcer l'axe Dakar-Banjul. Aboubakry Kane. À travers cette visite officielle,
Les présidents Sall et Barrow affichent la ferme volonté de renforcer l'axe Dakar-Banjul, notamment dans le domaine de la coopération économique. Une ambition partagée d'impulser un nouveau souffle aux relations entre les deux pays. Nous avons donné des instructions à l'ensemble des ministres d'éviter les lourdeurs protocolaires et de travailler directement ensemble sur les questions qui concernent les deux pays. Dans cette dynamique, un certain nombre d'accords seront signés au cours de cette visite. De même, nous allons instituer des rencontres régulières de haut niveau pour assurer le suivi des dossiers, examiner des projets communs et résoudre les éventuelles difficultés. La sécurité, l'investissement, le commerce, le tourisme, la pêche ou l'environnement, autant de secteurs sur lesquels les autorités ont échangé. Les deux parties ont d'ailleurs convenu de mettre un terme au trafic du bois. Au-delà du combat contre la fraude, il s'agit d'organiser le secteur pour anéantir le trafic. Nous avons déjà échangé avec tous ceux qui travaillent autour de cette activité en Gambie. Les échanges entre les deux pays ne doivent être que licites. Nous nous engageons avec la partie sénégalaise à régulariser le commerce de bois. Que ce soit le trafic de bois, le trafic de drogue, toutes sortes de trafics qui alimentent l'insécurité dans cette région. Donc si nous pouvons organiser la concertation entre les deux États, entre les acteurs, nous pourrons arriver à assainir le secteur du bois et donc permettre une activité licite qui pourra se développer sous contrôle des gouvernements et sous contrôle des services des eaux et forêts et de l'environnement. Le transport et les échanges commerciaux ont également occupé une bonne place dans les discussions. Et pour assurer la continuité territoriale, la réalisation du pont de la Sénégambie est aujourd'hui un impératif pour assurer la libre circulation des biens et des services. Nous sommes absolument décidés à régler ce problème-là et nous savons, nous, en Gambie, nous ne ferons rien qui puisse rendre difficile les conditions de transport entre les deux pays. Nous sommes décidés à résoudre ce problème et nous allons le résoudre. C'est une forte volonté politique de part et d'autre. Complete understanding between the two states. Aujourd'hui, les ressources ont été dégagées par la Banque africaine de développement. Toutes les pesanteurs seront levées pour que cette réalisation soit faite dans les prochains mois, Inch'Allah. Au vu de la situation géographique spéciale héritée de l'histoire coloniale, les présidents Macky Sall et Adama Barrow veulent écrire les plus belles pages de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Gambie au seul bénéfice des deux peuples. Une première sortie officielle placée sous le signe de la redynamisation de l'axe Dakar-Banjul, sécurité, économie, diplomatie, droits de l'homme, focus sur les enjeux d'une visite très symbolique. Ousmane Garifei. Adama Barrow. Sa récente accession à la tête de la Gambie consacre pour le président Barrow l'amorce d'un tournant nouveau. Ce vent de changement qui charrie les graines d'un regain de démocratie et de promotion des valeurs universelles de droits de l'homme crée dans le même temps les conditions d'un retour du pays dans le giron des nations démocratiques. Vu du Sénégal donc, il ne fait l'objet d'aucun doute. Cet avènement consacre pour les deux pays le retour au sacro-saint principe de bon voisinage entre deux États que tout appelle finalement à la mutualisation et la coopération multiforme. Histoire, géographie, population, valeurs sociétales, intérêts géostratégiques, autant de facteurs d'intégration que la réalité d'État avait sous Yahya Jammeh contribué à réduire à leur portion congrue. De part et d'autre aujourd'hui, des chancelleries, l'heure est au dégel. Le langage diplomatique veut que les deux États aillent vers un nouvel élan, ce qui en langage clair laisse entrevoir une réelle volonté d'insuffler un souffle nouveau à l'axe Dakar-Banjul. Conscient du syndrome post-Fodekaba et de la très éphémère Sénégambie, les deux chefs d'État devront donc, à la faveur de cette visite, engager très rapidement les États dans les voies de l'urgence. Elle s'appelle renforcement des flux économiques, libre circulation des personnes et des biens avec en vedette l'épineuse question du pont, enjeu de continuité territoriale pour le Sénégal.
Point d'achoppement des relations bilatérales, cette lancinante question a tout au long de la décennie fait l'objet de levées de boucliers dans les secteurs de transport ou bouclage des frontières, l'a constamment disputé aux grèves, boycotts et autres contournements de la transgambienne. Le tout sur fond de crise diplomatique latente. Un cocktail explosif entre les mains de deux chefs d'État qui n'avaient jamais eu les mêmes compréhensions des relations diplomatiques, de bon voisinage et de principes d'intégration des peuples. Vu donc de Banjul, cette première sortie officielle de Jammeh est un retour de politesse destiné à une évaluation grandeur nature de relations bilatérales. Mais pour le Sénégal, les enjeux restent énormes car à côté du pont, il y a la très sensible question du trafic de bois en Casamance, dans lequel tout atteste de ce que la Gambie sous Jammeh en était une plaque tournante, mais également la question de la porosité des frontières, ainsi la question du conflit casamançais dans lequel le rôle de la Gambie sous Jammeh a toujours été trouble sera sans doute mise sur la table. L'occasion sera certainement saisie aussi pour poser les jalons d'une relance définitive du processus de paix dans cette partie sud du pays, sans oublier la question des droits de l'homme avec les prisonniers sénégalais en Gambie quand on sait que le pays applique la peine de mort, pour ne pas évoquer ici le tragique épisode Tabara Samb. Cette visite de Barrow au Sénégal, quoi qu'il arrive, est partie pour rester dans les annales de l'histoire des deux peuples, et cela au travers des symboles qui l'entourent. Sur le plan économique, à noter que le Sénégal tire profit de ses exportations en Gambie avec une moyenne de 40 milliards de nos francs contre 600 millions pour les importations sénégalaises. Focus sur la fiche des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Gambie, du cadre juridique aux perspectives. Plus de détails avec Daraba. Entre le Sénégal et la Gambie, dans le cadre des échanges commerciaux, c'est en moyenne 40 milliards de francs CFA d'exportation du Sénégal par an. Dakar, en 2013, a pu réaliser une performance 43 milliards de nos francs. Par contre, les importations sénégalaises sont faibles, moins du milliard de francs CFA. Cette situation pourrait être améliorée. Dakar et Banjul partagent la même union douanière dans le cadre de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO possède des instruments pour l'approfondissement de ces échanges commerciaux. La réalisation de projets relatifs aux infrastructures routières entre les deux pays, la libre circulation des marchandises reste également une piste en s'appuyant sur le modèle des certificats d'origine de la CEDEAO. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest a également un schéma de libéralisation permettant de faire jouer les préférences commerciales sur les produits industriels. Dans le volet de la coopération économique, la Gambie peut aussi s'appuyer sur les expériences sénégalaises pour relancer son économie. Une économie en grande partie portée par l'agriculture, les télécoms, le tourisme et le bâtiment. Certes, la Gambie, du fait d'une mauvaise récolte, avait connu une récession, mais le taux de croissance, d'après les données disponibles, est remonté à près de 5% en 2015. Les bonnes relations entre le Sénégal et le FMI peuvent aussi servir d'exemple à la Gambie, un pays qui a eu à bénéficier des prêts de l'institution financière. Le FMI, pour éviter la faillite de l'économie gambienne, l'avait inscrit dans son programme de suivi personnalisé, le SMP, avec une batterie de réformes. En Gambie, justement, la vie a repris son cours normal, comme l'attestent chaque jour plusieurs signes. Un seul exemple pour s'en convaincre, depuis l'installation du président Adama Barrow, les touristes ont commencé à revenir dans le pays où l'on s'attend à voir ce secteur important jouer pleinement son rôle dans l'économie du pays. Amadou Mailoum. Dans les sites spécialisés en matière de tourisme, comme sur les dépliants, la Gambie est présentée comme la façade souriante de l'Afrique de l'Ouest. On y vante la beauté et la qualité de ses plages, en même temps que sa diversité ethnico-culturelle, l'hospitalité de son peuple et surtout le confort de ses réceptifs hôteliers et les commodités qu'on y trouve. Bref, la Gambie est présentée comme un paradis touristique sur tous ses supports. C'est vrai que dans ce domaine, le pays a bien des atouts à faire valoir. Un littoral atlantique de sable fin, une multitude d'hôtels, de maisons d'hôtes, d'auberges qui ont poussé comme des champignons et qui finalement se serrent les uns contre les autres comme des grains de chapelet. Mais avec le refus de l'ex-président de reconnaître la victoire de son adversaire Adama Barrow à l'issue du scrutin de décembre dernier, l'imminence d'une intervention militaire de la CEDEAO, le pays s'était vidé de ses touristes. En quelques jours, les tours opérateurs qui convoyaient des touristes en Gambie
ont aussitôt rapatrié 4500 personnes selon le Bureau gambien du tourisme à cause des incertitudes qui planaient sur le pays. Lorsqu'il y a eu la crise constitutionnelle, les problèmes ont commencé à surgir. Le tourisme s'est arrêté, les tours opérateurs qui arrivent avec les touristes ont commencé à les rapatrier. Les hôtels, les taxis, les marchés, tout ce qui évolue dans le tourisme a accusé le coup. Tous les hôtels étaient pleins avant la crise, mais quand celle-ci est survenue, les tours opérateurs, devant le refus de Yaya Jammeh de reconnaître le verdict des urnes et devant l'imminence d'une intervention militaire de la CEDEAO, ont évacué tous les touristes. Pour bien mesurer l'impact négatif que le départ de touristes a eu sur le tourisme en Gambie, retenez que ce secteur seulement est la principale mamelle de l'économie du pays qui en tire plus de 60% de ses revenus. Témoignage d'un acteur propriétaire de 3 hôtels qui se trouvent en même temps à la tête d'un tour opérateur. Tous les Gambiens espèrent à présent un avenir meilleur avec le changement intervenu ici. Ce changement va être un atout pour les Gambiens, que l'avenir sera radieux. En réalité, la crise constitutionnelle qui vient de secouer la Gambie n'avait épargné aucun pan du secteur touristique ni aucun acteur à quelque niveau où il évolue. Ndiaga Ndiaye, par exemple, est sénégalais d'origine, aujourd'hui gambien de nationalité. Il est vendeur d'objets d'art. Dans un hôtel huppé de la banlieue de Banjul, il a été contraint, pendant ces jours, de brader les produits issus de sa créativité, rien que pour subvenir aux besoins de sa famille. Quand la source se tarit, il n'y a plus personne à qui vendre. On s'en remet à Dieu. Heureusement, il me restait des économies pour évacuer ma famille. Aujourd'hui, passé cette situation inédite, les touristes, rassurés, commencent à revenir. Pas cependant en grand nombre pour le moment, car avant, ils étaient environ 175 000 à visiter annuellement la Gambie, selon des sources du Bureau du tourisme, avec un pic de 29 à 30 vols par semaine qui atterrissaient à l'aéroport de Yundum. Malgré tout ce qui s'est passé, les responsables du tourisme gambien espèrent pouvoir repartir du bon pied. Pour cela, ils comptent mettre en place une nouvelle politique hardie de grande envergure qui viserait un objectif d'au moins 500 000 touristes par an. C'était donc la page consacrée à la visite d'État du président gambien à Dakar pour 3 jours. Le président de la République a reçu aujourd'hui l'ambassadeur du Maroc au Sénégal suite à l'agression mortelle d'un étudiant marocain. Le président Macky Sall a tenu à rassurer les populations sénégalaises et la communauté étrangère à travers le renforcement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Son Excellence Taleb Barada a souligné l'excellence des relations entre Dakar et Rabat. Nous l'écoutons au micro de Pape Biram Bigagnaï. Je voudrais tout d'abord remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir bien voulu nous recevoir l'ambassadeur du Maroc accompagné d'une délégation des étudiants marocains, puisque dernièrement on a eu à enregistrer le décès d'un national marocain, d'un ressortissant étudiant suite à un acte d'agression criminelle. Je voudrais saisir cette occasion pour magnifier les relations qui existent entre nos deux pays, qui existent entre Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc et Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. Je voudrais également saisir cette opportunité pour remercier l'ensemble des autorités politiques, l'ensemble des autorités sécuritaires pour l'hospitalité qui est accordée à la communauté marocaine, pour l'hospitalité qui est accordée particulièrement à la communauté estudiantine. Mais en plus, nous sommes reconnaissants
au Sénégal pour la haute formation qui est dispensée à nos étudiants ici au Sénégal. Et dans toutes les universités du Sénégal, on trouvera des étudiants marocains et vice-versa. Dans l'ensemble des universités marocaines et grandes écoles marocaines, vous trouverez des étudiants sénégalais. Comme vous le savez, la perte d'un des nôtres et la perte d'un étudiant a soulevé, bien entendu, a exacerbé la détresse et l'inquiétude des étudiants, ce qui fait qu'ils ont eu besoin d'être rassurés. En bon père de la nation, son Excellence Monsieur le Président de la République a tenu à rassurer les représentants de nos étudiants après avoir présenté ses condoléances à la haute attention de Sa Majesté le Roi. Il a tenu à rassurer donc nos étudiants et en informant également que les agresseurs ont été appréhendés et que justice sera rendue. Il est important aussi de souligner que de nouvelles dispositions pour sécuriser l'ensemble de la population sénégalaise, y compris la communauté étrangère, ont été prises pour rassurer également l'ensemble de ces communautés qui vivent dans le cadre de la teranga sénégalaise. Et nous sommes heureux. Et je puis vous assurer que l'ensemble des Marocains ici sont heureux de se retrouver au Sénégal et de vivre au Sénégal, un pays frère et ami, et ils sont accueillis chaleureusement et fraternellement. À présent, les échos du Salon de l'agriculture de Paris. Le ministre de l'Agriculture est satisfait de la qualité des produits qui sont exposés dans le stand du Sénégal. Les produits transformés, notamment, font le bonheur des Sénégalais établis en France. Envoyé spécial Hamidou Diop. L'année passée, le ministre de l'Agriculture avait beaucoup insisté sur la qualité des produits. Pour cette édition du Salon international de l'agriculture, le ministre Papa Abdoulaye Seck se félicite des améliorations qu'il a constatées. Le Salon international de l'agriculture de Paris est incontestablement un excellent baromètre d'appréciation de la bonification d'une agriculture par rapport au reste du monde. Cela nous permet de voir quel est le chemin parcouru, ce qui reste, et élaborer des stratégies en conséquence. Après avoir visité les différents stands, je peux constater comme vous qu'il y a une réelle amélioration de la qualité, une réelle amélioration des emballages. Il y a aussi un professionnalisme de plus en plus avéré de l'ensemble des acteurs de notre pays. L'aménagement du stand du Sénégal ne passe pas inaperçu, mais la qualité des produits témoigne aussi du dynamisme de l'agriculture. Une agriculture de plus en plus diversifiée et qui mise beaucoup sur la transformation. Il y a, il faut le dire, une montée en puissance des produits transformés, ce qui est une excellente chose, car usuellement on évalue entre 20 et 40% les pertes post-récolte. Donc la transformation nous permet de lutter contre ces pertes post-récolte et d'avoir plus de valeur ajoutée. J'ai été impressionnée, mais je suis un peu frustrée. Frustrée parce que d'abord impressionnée par cette panoplie de produits transformés. J'ai même vu de la viande à base d'acajou, le fruit d'acajou. Je suis émerveillée, je peux dire, par rapport à ce que j'ai trouvé sur le terrain ici, dans les stands. De la viande, vous imaginez-vous, de la viande d'acajou. Donc il y a tellement de produits que j'ai transformés, que je découvre ici, que je suis émerveillée. Mais je suis un peu frustrée parce que nous ignorons tout de ces produits-là. Parfois, on m'a dit tantôt que c'est présent dans les supermarchés. C'est présent, mais le grand public ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux même aller dans un centre commercial où c'est présent, mais si je ne le sais pas, bon, voilà, je passe à côté, alors que c'est des trésors.
La distribution doit donc améliorer selon les visiteurs du jour. Ici à Paris, en tout cas, les produits du terroir sénégalais qui sont transformés ne souffrent plus du problème d'emballage et sont très prisés par les visiteurs européens. La centrale de Sendou dans la commune de Bargny sera opérationnelle en octobre 2017. Le ministre de l'Énergie qui l'annonce a effectué ce matin une visite de terrain sur le site. Thierno Alassane Sall s'est surtout félicité du rythme d'évolution des travaux. René Massiga Diouf. Les travaux du gigantesque chantier de la centrale de Sendou avancent convenablement. Le retrait de l'une des compagnies n'a pas trop impacté le rythme d'exécution. Sur l'un des chantiers, c'est toute la ville de Dakar qui s'offre à une large vue. Le ministre de l'Énergie, en compagnie du directeur général de la Sénélec et de celui de la compagnie d'électricité du Sénégal, a visité tout le site. La cadence d'exécution des travaux est l'un des points les plus satisfaisants. Nous avons tous constaté leur niveau d'avancement relativement satisfaisant. Il y a quelques mois ou quelques petites années, il y avait des blocages lié au retrait d'un des partenaires. Et cette centrale, pour ainsi dire, avait été condamnée. Il a fallu beaucoup d'abnégation de la part de la BAT et des autres partenaires financiers qui ont cru au projet, beaucoup d'abnégation de la part de l'équipe de Sénélec et du gouvernement du Sénégal pour pouvoir reprendre ce projet et l'amener au stade où nous sommes. Et nous pouvons, pour ainsi dire, croire que bientôt la livraison de cette centrale sera effective. Les deux unités centrales de stockage du charbon, le silo, la chaudière, la turbine et l'alternateur, les transformateurs, les éléments se mettent petit à petit en place. La capacité de production de cette centrale de Sendou est de 250 MW. Sa mise en service prévue en fin d'année 2017 fera revenir le coût du kilowattheure à moins de 60 francs CFA selon les prévisions. À travers une démarche participative, les populations impactées par le projet ont trouvé un consensus sur le relogement avec les autorités municipales. Depuis qu'on est arrivé, nous avons engagé des séries de réunions qui ont abouti avec beaucoup de pédagogie à un rapprochement significatif entre les promoteurs de cette centrale et les populations de Bargny. Le principe de réalité s'est imposé, je dois dire. Cette centrale est là. Nous avons un prix qui risquera d'être relativement stable dans le temps avec une fourniture et une disponibilité de l'énergie pour ces centrales et cette technologie relativement importante. Et donc nous pourrons sur cette base améliorer notre mix énergétique parce que pour pouvoir avoir un bon mix qui permette d'absorber des énergies intermittentes comme le solaire ou l'éolienne, il faut effectivement disposer d'une base robuste et le charbon permet d'obtenir cette base. Avant la visite de terrain, la mairie, la Sénélec et la compagnie d'électricité du Sénégal chargée des travaux ont signé un protocole d'accord qualifié de gagnant-gagnant par toutes les parties. Un protocole qui délimite le cadre d'exécution de tous les projets prévus, surtout dans le volet social et environnemental de la construction de la centrale. Retour sur la décision de rendre gratuite la transformation des titres précaires en titres fonciers. Ce sont plus de 50 000 titres qui sont concernés dans la région de Dakar et tous les centres urbains du pays. Parmi les heureux bénéficiaires, beaucoup d'opérateurs économiques qui n'ont jamais pu rentabiliser leur maison faute de titres valables aux yeux des banques. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'avec cette gratuité, l'État va renoncer à une manne financière. On en parle dans la rubrique économie du jeudi avec Aram Dawa. Une décision de haute portée sociale. Pas que. En décidant de rendre gratuite la transformation des titres précaires en titres fonciers, le chef de l'État touche aussi du doigt un problème économique. C'est une mesure que nous saluons et qui peut relancer nos activités. Nous, on investit dans des maisons, mais s'il se trouve que ce sont des titres précaires, on ne pourra pas rentabiliser cet investissement. C'est ce qui arrive souvent à Dakar où les maisons coûtent déjà très cher. Mais elles ne peuvent être qu'à usage d'habitation ou de location. On ne peut obtenir aucune garantie avec un titre précaire. Comme s'ils s'accordaient à dire que rien n'émerge du précaire, ces opérateurs détenteurs de beaucoup de titres précaires voient désormais l'avenir avec plus de possibilités de financement. La plupart des commerçants évoluent dans le secteur informel. Ils sont beaucoup investis dans les logements. Et ces logements, malheureusement, c'est des titres
précaire et révocable à tout moment. Mais on a par exemple un bâtiment qui coûte 100 millions, qui coûte 50 millions, mais on ne peut pas garantir ce document au niveau de la banque, on ne peut pas garantir ce logement au niveau de la banque pour obtenir un prêt. Si par exemple on arrive à rentabiliser tout cela, si on arrive à changer les titres précaires à des titres fonciers, ça peut mobiliser des milliers de milliards. Ce sont plus de 50 000 titres qui sont concernés par la mesure, dont les 22 000 sont dans la région de Dakar. En rendant gratuite leur transformation en TF, l'État renonce à une importante manne financière. C'est plus une contribution à l'amélioration de leurs conditions de vie que d'un manque à gagner de l'État. Évidemment, si l'État avait recouvré le prix en cas de cession normale à titre onéreux, que les droits d'enregistrement et de timbre étaient recouvrés, que les frais de formalité foncière étaient recouvrés, certainement on aura une manne financière assez consistante qui permettrait à l'État de faire face à ces charges des missions publiques. Les barèmes de terrain n'étant pas uniformes, la valeur au mètre carré étant différente d'une zone à une autre, difficile d'évaluer pour le moment cette manne, mais on peut se faire une petite idée. Exemple d'un terrain de 200 mètres carrés à la Médina. Rien que pour le prix de cession, l'État renonce à 8 080 000 francs CFA. 8 080 000 pour 200 mètres carrés. Vous comprendrez qu'à ce niveau-là, on aurait pu s'arrêter là et que les citoyens auraient applaudi. Parce que c'est différent du prix qu'aurait coûté effectivement un terrain dans le marché. Mais au-delà de ça, l'État y renonce. Ensuite, il y a les droits d'enregistrement. En cas de vente normale, le taux était en 2011 à 10%. Aujourd'hui, le taux a baissé de moitié. On est à 5%. Ce qui fait que l'État aujourd'hui renonce à 404 000, le droit de timbre 50 000, les frais de délivrance de permis environ 12 000. On a la gratuité sur toute la ligne. En somme, 8 546 000 francs, toutes charges comprises. Cet exemple, rapporté aux dizaines de milliers de titres en jeu, renseigne à suffisance sur l'ampleur de la mesure. Loin de vouloir s'en arrêter là, l'État envisage d'étendre la délivrance gratuite d'ETF aux habitants des parcelles assainies. Après le chapelet d'autres mesures dans d'autres domaines, celle-ci nous concerne au plus grand chef parce que justement la SNHLM, lorsqu'il s'agit d'étendre cette mesure aux parcelles assainies et d'autres zones à lotissement régulier, nous pensons à Kermassar par exemple, effectivement la SNHLM sera au centre du débat. On a parlé de Gueule Tapée et d'autres zones en milieu urbain, Dakar Intramuros. Donc par conséquent, je pense qu'il faudra, on commence déjà à faire nous le point pour qu'avec les autres services techniques de la DGID, qu'il y ait une confrontation et une discussion sur le mode opératoire. Pour l'État, il s'agit de corriger des anomalies qui freinent la dynamique de croissance et de progrès social. Pour les bénéficiaires, ils ne pensent pas si bien dire. Et ils sont 50 000 dans la région de Dakar et les centres urbains du Sénégal. La journée mondiale de la protection civile a été célébrée ce 1er mars. La ville de Rufisque a été choisie pour marquer l'engagement du Sénégal à lutter contre l'érosion côtière. À cette occasion, le rapport annuel sur les activités de la protection civile au Sénégal a été remis au ministre de l'Intérieur qui a présidé cette cérémonie aux côtés de son collègue du tourisme, Fatou Sarro. Ce rapport 2016 de la protection civile du Sénégal fait état de 1995 cas de décès causés par des noyades, effondrements de bâtiments, accidents de la circulation et foudres. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a effectué 35 000 sorties durant l'année. Malheureusement, 1995 cas de décès ont été enregistrés. Vraiment, il y a des efforts qui doivent être fournis aussi bien par les pouvoirs publics et également aussi bien par les autres acteurs que également les populations. Un appel qui rappelle le thème choisi cette année par la communauté internationale. Le thème de cette année, ensemble avec la protection civile pour faire face aux catastrophes, vient à point nommé et justifie, comme vous l'aurez deviné, que ce soit objectif porté sur le département de Rufisque. En effet,
la vieille et charmante ville comme ses sœurs de Bargny, de Sindou, de Toubab Dialaw et de Yon sont de bons exemples de localités qui font face à l'avancée de la mer et à l'érosion côtière. Un phénomène qui, selon les populations locales, prend de l'ampleur et, si on y prend garde, peut entraîner des bouleversements. Heureusement qu'au Sénégal, la volonté politique existe et que notre conviction est que pour répondre efficacement à ces défis perpétuels, la solution serait de renforcer le système national de réduction de risques de catastrophe. Ce cadre homogène et complémentaire des autres dispositifs juridiques et institutionnels contribuerait à l'élaboration de la mise en œuvre de politiques publiques. La protection civile est une préoccupation mondiale. Cette journée, instituée en 1990 par l'Organisation internationale de la protection civile, a pour objectif de pousser les États à mettre en place des mécanismes de protection et d'assistance propres et efficaces contre les catastrophes naturelles et celles dues à l'homme. À présent, coup de projecteur sur la direction de la protection civile. La structure en charge de la prévention et de la gestion des catastrophes naturelles a bien du pain sur la planche avec des moyens assez limités du reste. Alors, que faire, d'autant que des phénomènes tels que les accidents de la route ou du travail, l'effondrement de bâtiments, les noyades sont de plus en plus récurrents avec leur cortège de victimes, plus de 1900 en 2016, Mohamed Moussagnan. Dans son rapport 2015, la direction de la protection civile a constaté que 372 bâtiments menacent ruine alors que 225 autres se sont effondrés, provoquant 13 décès. Des chiffres alarmants. Dans son document, la DPC construit la réalité sénégalaise à travers des faits chiffrés et détaillés qui montrent l'ampleur des anomalies qui défigurent l'architecture sénégalaise, une des catastrophes les plus en vue au Sénégal. Le plan Orsec a été déclenché 3 fois à cause des inondations. Mais en dehors des inondations, il y a d'autres catastrophes naturelles comme l'érosion côtière, le péril acridien, les feux de brousse, les épidémies et les noyades. On peut citer les bâtiments menacés à ruine. La protection civile au Sénégal, elle existe depuis les années 60. L'expérience est là, les moyens sont là, mais limités. En cas de catastrophe, le principal obstacle, le principal problème, c'est la coordination. Si tous les moyens engagés, les acteurs, il y a une bonne coordination entre ces différents acteurs, la mission sera bien accomplie. Certes, nous n'avons pas des moyens, mais par rapport, nous avons des coopérations avec d'autres pays. Face aux catastrophes naturelles et aux catastrophes accidentelles, de plus en plus fréquentes, la direction de la protection civile se retrouve dans une situation d'urgence et en alerte presque à tout moment. Actuellement, les moyens dont nous disposons sont insuffisants, mais ça n'empêche pas de bien réussir les missions qui nous ont confiées. On ne le souhaite pas, mais s'il y avait catastrophe, on espère bien, avec le plan disponible, les missions seront coordonnées et s'il y a coordination, la mission est presque réussie. Dès lors, le statut de la direction de la protection civile est à revoir et adapté au contexte socio-économique. Et si on respecte les recommandations de la CEDEAO, c'est-à-dire la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, normalement le Sénégal devait changer de statut, c'est-à-dire quitter la direction de la protection pour devenir agence. Là, on aura une autonomie, on aura beaucoup plus de personnel qualifié et ça va rendre plus facile également nos missions. La journée de la protection civile est célébrée ce jour, une belle occasion pour mettre en exergue les activités liées à la protection civile. C'était donc hier la journée mondiale de la protection civile. Le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat veut une gestion axée sur les résultats après 2 ans d'études. Le rapport sur la considération des cartographies de risque du ministère a été restitué. C'était ce jeudi lors d'un atelier de partage. Thierno Diallo. Pour rendre son département plus performant, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a entamé un vaste chantier. L'identification des risques qui bloquent l'amélioration de la qualité rendue par ces services. Des risques qui sont d'ordre stratégique, des risques ressources humaines et quelques risques images. Je vous demanderai donc de faire le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de ces documents de façon périodique au niveau du ministère et de rendre compte au ministre qui est très attentif à vos conclusions. Je puis vous rassurer d'ores et déjà
que l'ensemble des directeurs et chefs de service du département, chacun en ce qui le concerne, prendra les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des diligences qui seront retenues lors de cet atelier. Pour arriver à cette restitution de la consolidation des cartographies des risques du ministère de la Formation, 4 établissements ont été audités. Nous avons donc les lycées techniques, donc les centres de formation de formateurs, les centres d'enseignement technique féminin et les centres de formation professionnelle. Le bureau Orientation et méthode a magnifié la démarche du ministère de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat visant à renforcer la compétence de ses administratifs. Qui dit performance, en tout cas, doit pointer les notions d'efficience, les notions d'efficacité, mais également l'amélioration de la qualité des services rendus aux clients citoyens. De ce point de vue donc, intégrer d'ores et déjà les risques dans la gestion publique constitue à mon sens un exercice extrêmement intéressant qui permet de booster un peu la performance de notre administration de façon générale. Dans la dynamique d'une gestion axée sur les résultats, l'Inspection générale d'État IGE a élaboré la cartographie des risques de 12 ministères. Une démarche qui sera étendue à d'autres départements ministériels. Nous parlons des temps forts de la 66e édition du Magal de Porokhane. La cérémonie officielle a été présidée par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké aux côtés de plusieurs membres du gouvernement Ibrahima Ndong. C'est le point d'orgue du Magal de Porokhane, la cérémonie officielle. Pour l'occasion, le gouvernement a été représenté par une forte délégation, une délégation dirigée par le ministre des Mines. Aly Ngouille Ndiaye est largement revenu sur la vie et l'œuvre de Sokhna Diarra, une femme qu'elle qualifie de modèle. Sokhna Diarra n'a pas vécu longtemps en termes de chiffres. Elle n'a vécu que 33 ans, mais on a vu son œuvre. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est également peut-être la seule femme qui a aujourd'hui, en tout cas, un jour comme ce jour-là dans l'histoire de l'islam. Et c'est important et tout ça, elle ne le doit qu'à sa dévotion, qu'aux prières qu'elle avait eu à faire. Et elle a eu également à laisser, disons, tout un héritage au Sénégal. Donc, et j'ai même considéré que s'il y a un modèle, aujourd'hui, les femmes du Sénégal doivent s'inspirer de Sokhna Diarra. Pour la réussite de l'événement, les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens, un geste magnifié par la communauté mouride. Président Macky Sall mi leen fi yabal di ko xamal ne fii moom lépp lu mu fi def rek na xam ne Sëriñ Tuubaa la ko defal lu mu fi def rek. Nous saluons vraiment le soutien constant du président Macky Sall à l'endroit de la communauté mouride. Un soutien qu'il a renouvelé pour le succès du Magal de Porokhane parce que ce jour est un grand jour pour toutes les femmes. Et quand Serigne Mountakha Bassirou prend la parole, c'est pour inviter les disciples au respect des préceptes de l'islam. La droiture est le chemin du salut, une attitude que tout musulman doit adopter. Il est important donc pour chacun de nous de faire une introspection au quotidien. Donc, nous invitons à tous les disciples au respect des préceptes de l'islam. De s'identifier aussi au modèle que constituent certains guides religieux. C'est avec ces prières que la cérémonie a été clôturée, des prières pour un Sénégal prospère dans la paix. L'œuvre de Sokhna Mame Diarra Bousso a été revisitée au cours d'un forum et d'une exposition. Plusieurs initiatives sont prises afin de vulgariser l'enseignement du Coran dans le Dara Sokhna Diarra Bousso avec l'appui de la fondation qui porte son nom, Ibrahima Ndong. Un forum doublé d'une exposition. Tout sur Sokhna Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du mouridisme, Serigne Touba Mbacké. Une activité qui a permis aux organisateurs de vulgariser le fonctionnement du Dara ainsi que la fondation qui porte le nom de Sokhna Diarra. Serigne Issakha Bachir a souhaité amener le Dara au cœur même du Magal de Porokhane. Comme vous le savez, beaucoup de talibés venaient au Magal et ne visitaient pas le Dara puisque le Dara est un peu enclavé par rapport à l'événement. Donc Serigne Issakha a voulu organiser un événement, donc une sorte de forum et d'exposition pour pouvoir promouvoir et montrer
ce que c'est que le Dara, comment fonctionne le Dara. À travers cette exposition, le parcours du Dara est retracé depuis 2005, date de son ouverture. Les Mamdiala, on leur inculque le Coran, mais on leur inculque également les valeurs incarnées par leur marraine Sokhna Diaratoula Mariam. Et ceci est extrêmement important pour la société sénégalaise. Les bénéfices ne sont pas seulement des bénéfices pour la famille ou pour le mouridisme, c'est des bénéfices, c'est des retombées pour toute la société sénégalaise, puisque une Mame Diarra formée pourra former sa famille, pourra former ses voisins, pourra former ses voisines, pourra apprendre le Coran à bien d'autres générations. Dans le but d'augmenter la capacité d'accueil du Dara, des programmes sont initiés. L'objectif est de permettre à d'autres jeunes filles qui portent le nom de Sokhna Diarra d'intégrer le Dara. L'actualité le commande. L'État veut juguler la recrudescence de la délinquance dans le pays. En Conseil des ministres hier, le président Macky Sall a demandé au ministère de l'Intérieur et des Forces armées de déployer des stratégies adéquates. La mesure est appréciée par les populations rassurées par cette annonce, cher Traoré. La recrudescence de la violence devient inquiétante. L'actualité de ces derniers jours est fortement marquée par des cas d'agression, de vol à main armée et de meurtre. Vraiment, c'est énorme. Parce qu'il y a trop de problèmes, les agressions par-ci, par-là. Les gens sont inquiets. Surtout nous les parents, nous avons des enfants et tout. En Conseil des ministres, le chef de l'État a abordé la question pour déplorer toute cette violence. Le président Macky Sall a demandé au ministre de l'Intérieur et des Forces armées d'apporter les correctifs nécessaires. Il leur demande de déployer les moyens de prévention et d'intervention nécessaires dans toutes les localités du Sénégal pour assurer la sécurisation des personnes et des biens. Ça prouve que le président est assez soucieux par rapport à la sécurité de tout un chacun, de toute la population. C'est une mesure qui vient à son heure, vraiment, parce que nous avons tous confiance au président. Il n'a qu'à faire le tout pour que le pays soit stable. Il faut que ces décisions s'appliquent et que la population y voit. La population voit que l'État fait quelque chose. Le chef de l'État veut améliorer la couverture sécuritaire au niveau notamment des établissements financiers, des pharmacies, des marchés, des centres commerciaux et artisanaux, des boutiques et autres magasins de produits et articles de luxe. Ces espaces deviennent de plus en plus les cibles des attaques des délinquants. Il nous incombe également à nous, Sénégalais, de prendre les dispositions nécessaires, de pouvoir, parce que d'abord la sécurité, c'est nous qui devons prendre notre propre sécurité, essayer de suivre les directives. Il faut que tout le monde s'y mette, même la population, et que l'État mette les moyens et que ce soit visible. Cette décision du chef de l'État rassure. Elle rejoint celle prise par la police. Elle vient d'annoncer des mesures destinées à combattre la délinquance. Les scooters, souvent impliqués dans les agressions, sont désormais obligés d'avoir une plaque d'immatriculation. Le système de vidéosurveillance sera également étendu pour plus d'efficacité dans la sécurisation des populations. L'actualité internationale nous conduit ce soir en France, en Colombie et en Égypte avec l'acquittement de Hosni Moubarak. Le récit de Fatima Tabanelba. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak a été définitivement acquitté ce jeudi au Caire dans un procès pour la mort de manifestants. C'était durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011. Il était accusé d'implication dans la mort de plusieurs centaines de manifestants égyptiens tués par la police au printemps arabe, au début d'un soulèvement qui a précipité sa chute. Pour rappel, le printemps arabe a mis fin à 30 années de règne de Hosni Moubarak. En France, la polémique enfle toujours concernant la candidature de François Fillon. Le candidat des Républicains est convoqué avec sa femme le 15 mars prochain en vue d'une mise en examen. Fillon dénonce à son tour un assassinat politique et annonce qu'il se maintiendra coûte que coûte, alors que ses soutiens commencent à le lâcher. Désormais, il ne se passe pas un jour sans qu'une information vienne perturber les déplacements du candidat de la droite. Les FARC, principales guérillas de Colombie, ont entamé depuis ce mercredi leur désarmement, point essentiel de l'accord de paix signé avec le gouvernement pour mettre fin au plus vieux conflit d'Amérique latine. Les guerrilleros ont signé l'accord de paix avec le gouvernement colombien le 24 novembre, à l'issue de 4 années de négociations. Ils devront remettre 30% de leur armement selon le calendrier établi dans l'accord de paix. Football CAN U20, les Lionceaux restent dans la course. Ils ont battu l'Afrique du Sud par 4-3 cet après-midi. Un match très décisif et offensif où les jeunes Sénégalais ont réussi à prendre les 3 points de la victoire dans cette deuxième journée du groupe B. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Celle-ci est à présent terminée, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Des 12 délégations. L'endroit est rempli d'histoires et de symboles. Il est témoin d'une nouvelle ère qui s'ouvre entre le Sénégal et la Gambie. La coopération économique entre Dakar et Banjul a de beaux jours devant elle. Les présidents Macky Sall et Adama Barrow se sont engagés à élever à un niveau jamais atteint les échanges entre les deux pays. Le trafic du bois, le transport et la réalisation du pont de la Sénégambie ont été au cœur des sujets abordés en large tour d'horizon pour renforcer l'axe Dakar-Banjul. Aboubakry Kane. À travers cette visite officielle, les présidents Sall et Barrow affichent la ferme volonté de renforcer l'axe Dakar-Banjul, notamment dans le domaine de la coopération économique. Une ambition partagée d'impulser un nouveau souffle aux relations entre les deux pays. Nous avons donné des instructions à l'ensemble des ministres d'éviter les lourdeurs protocolaires et de travailler directement ensemble sur les questions qui concernent les deux pays. Dans cette dynamique, un certain nombre d'accords seront signés au cours de cette visite. De même, nous allons instituer des rencontres régulières de haut niveau pour assurer le suivi des dossiers, examiner des projets communs et résoudre les éventuelles difficultés. La sécurité, l'investissement, le commerce, le tourisme, la pêche ou l'environnement, autant de secteurs sur lesquels les autorités ont échangé. Les deux parties ont d'ailleurs convenu de mettre un terme au trafic du bois. Au-delà du combat contre la fraude, il s'agit d'organiser le secteur pour anéantir le trafic. Nous avons déjà échangé avec tous ceux qui travaillent autour de cette activité en Gambie. Les échanges entre les deux pays ne doivent être que licites. Nous nous engageons avec la partie sénégalaise à régulariser le commerce de bois. Que ce soit le trafic de bois, le trafic de drogue, toutes sortes de trafics qui alimentent l'insécurité dans cette région. Donc si nous pouvons organiser la concertation entre les deux États, entre les acteurs, nous pourrons arriver à assainir le secteur du bois et donc permettre une activité licite qui pourra se développer sous contrôle des gouvernements et sous contrôle des services des eaux et forêts et de l'environnement. Le transport et les échanges commerciaux ont également occupé une bonne place dans les dispages, dont les relations entre le Sénégal et la Gambie. Un premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor avant la communion avec les populations venues souhaiter la bienvenue au président Adama Barrow. Des moments de forte symbiose pour magnifier la renaissance d'une Sénégambie des peuples. Une nouvelle Sénégambie pour trouver la voie dans développement économique et social pour le Sénégal et la Gambie. Le président Macky Sall et son homologue gambien mettent en place un New Deal entre les deux pays. Banjul s'engage aussi à soutenir le processus de paix en Casamance par Biram Bigueñaïa. C'est un nouveau départ, la restauration des liens d'amitié et de bon voisinage. Le président Adama Barrow, accueilli sur le perron du palais présidentiel par le chef de l'État Macky Sall. Bâtir un nouvel état d'esprit entre les deux peuples, raffermir les relations fraternelles fondées sur une histoire commune, la géographie et la parenté entre deux nations. Il s'agit aujourd'hui de donner un nouveau souffle à la Sénégambie. Notre volonté, ce n'est pas de restaurer cette forme de Sénégambie où c'était une confédération. Non, notre ambition, c'est vraiment de travailler directement
que les deux gouvernements travaillent directement, que les deux États travaillent directement, sans les artifices d'une confédération ou d'une fédération. Ce n'est pas du tout aujourd'hui, je pense, à l'ordre du jour. Par contre, tout ce qui peut nous rapprocher par des accords de coopération dans les secteurs d'intérêt commun, nous l'avons dit, sera renforcé et nous ferons en sorte que la Sénégambie des peuples soit aussi la même réalité que nous vivons au niveau des États. Dans le salon où nous allons déjeuner tout à l'heure, ce salon s'appelle Salon Sénégambie. C'est déjà, c'est vous dire, ce salon qui a abrité l'accord et qui a abrité énormément de faits historiques, et le salon de la Sénégambie, cela suffit à vous montrer quand même la particularité de la relation. Donc nous allons la vivre, mais sans inventer, en tout cas, un fédéralisme ou un confédéralisme, mais directement par le partenariat dans le respect de la souveraineté de chaque État. Gambia and Senegal is already Senegambia. I spoke to the president that these two countries are twins. Ce que je veux signaler, c'est que nous sommes des jumeaux. Le président Macky Sall et moi-même, nous sommes des jumeaux. At the ministerial level, citizens of these two countries should act like twins. Lié à la relation entre les deux pays, sécurité, investissement, la coupe illicite de bois, le pont de la Sénégambie, autant de sujets à l'ordre du jour. Quels sont les impacts financiers de la mesure sur la transformation des titres précaires en titres fonciers? Que perd l'État? Que gagnent les bénéficiaires? 50 000 au total à Dakar. Éclairage dans la rubrique économie de ce jeudi. Lutte contre l'insécurité croissante à Dakar et dans le reste du Sénégal. La police au front pour lancer l'assaut contre plusieurs types de malfaiteurs. Après une série de violences de toutes sortes, la peur va-t-elle changer de camp? Enquête à suivre dans cette édition. CAN U20. Les Lionceaux arrachent une victoire difficile face au Bafana Bafana, 4 buts à 3 pour leur deuxième match. Les joueurs de Koto sont premiers de leur poule en attendant le dernier match contre le Cameroun. Une victoire leur offrirait un ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Nous ouvrons ce journal par la visite d'État du président gambien au Sénégal. C'est en fin de matinée que le président Adama Barrow est arrivé à Dakar pour une visite officielle de 3 jours. Il a été accueilli par le président Macky Sall. Les deux chefs d'État ont eu un premier tête-à-tête au salon d'honneur avant de communier avec les populations venues souhaiter la bienvenue au président gambien Babira Biganyaya. C'est en milieu de matinée que le couple présidentiel est arrivé à l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour accueillir leur hôte du jour. C'est la Pointe Toussarène qui a été spécialement affrétée pour le déplacement du président de la République de Gambie. Le président Adama Barrow et son épouse descendent de l'avion pour poser le premier acte symbolique d'une visite officielle historique. Après les hymnes nationaux, les deux chefs d'État passent en revue les troupes chargées de rendre les honneurs. Ce sont les premiers pas du président Barrow à Dakar après sa prestation de serment devant le peuple gambien le 18 février dernier. C'est un nouveau départ, un cap qui est franchi. Les deux chefs d'État s'engagent à marcher ensemble pour ouvrir une nouvelle discussion. Et pour assurer la continuité territoriale, la réalisation du pont de la Sénégambie est aujourd'hui un impératif pour assurer la libre circulation des biens et des services. Anything Gambia is doing
Nous sommes absolument décidés à régler ce problème-là et nous savons, nous, en Gambie, nous ne ferons rien qui puisse rendre difficile les conditions de transport entre les deux pays. Nous sommes décidés à résoudre ce problème et nous allons le résoudre. C'est une forte volonté politique de part et d'autre. Complete understanding between the two states. Aujourd'hui, les ressources ont été dégagées par la Banque africaine de développement. Toutes les pesanteurs seront levées pour que cette réalisation soit faite dans les prochains mois, Inch'Allah. Au vu de la situation géographique spéciale héritée de l'histoire coloniale, les présidents Macky Sall et Adama Barrow veulent écrire les plus belles pages de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Gambie au seul bénéfice des deux peuples. Une première sortie officielle placée sous le signe de la redynamisation de l'axe Dakar-Banjul, sécurité, économie, diplomatie, droits de l'homme, focus sur les enjeux d'une visite très symbolique. Ousmane Garifay. Adama Barrow. Sa récente accession à la tête de la Gambie consacre pour le président Barrow l'amorce d'un tournant nouveau. Ce vent de changement qui charrie les graines d'un regain de démocratie et de promotion des valeurs universelles de droits de l'homme crée dans le même temps les conditions d'un retour du pays dans le giron des nations démocratiques. Vu du Sénégal donc, il ne fait l'objet d'aucun doute. Cet événement consacre pour les deux pays le retour au sacro-saint principe de bon voisinage entre deux États que tout appelle finalement à la mutualisation et la coopération multiforme. Histoire, géographie, population, valeurs sociétales, intérêts géostratégiques, autant de facteurs d'intégration que la réalité d'État avait sous Yahya Jammeh contribué à réduire à leur portion congrue. De part et d'autre aujourd'hui des chancelleries, l'heure est au dégel. Le langage diplomatique veut que les deux États aillent vers un nouvel élan, ce qui en langage clair laisse entrevoir une réelle volonté d'insuffler un souffle nouveau à l'axe Dakar-Banjul. Conscient du syndrome post-Fodé-Kaba et de la très éphémère Sénégambie, les deux chefs d'État devront donc, à la faveur de cette visite, engager très rapidement les États dans les voies de l'urgence. Elle s'appelle renforcement des flux économiques, libre circulation des personnes et des biens avec en vedette l'épineuse question du pont, enjeu de continuité territoriale pour le Sénégal. Point d'achoppement des relations bilatérales, cette lancinante question a tout au long de la décennie fait l'objet de levées de boucliers dans les secteurs de transport ou bouclage des frontières, l'a constamment disputé aux grèves, boycott et autres contournements de la transgambienne. Le tout sur fond de crise diplomatique latente. Un cocktail explosif entre les mains de deux chefs d'État qui n'avaient jamais eu les mêmes compréhensions des relations diplomatiques, de bon voisinage et de principes d'intégration des peuples. Vu donc de Banjul, cette première sortie... Nos ministres doivent être des jumeaux, nos deux peuples doivent être des jumeaux parce que c'est effectivement des jumeaux. Le président Macky Sall et moi-même sommes absolument décidés à porter le niveau de nos relations à un niveau jamais atteint. Peace in Senegal is the peace in Gambia. These countries, you cannot separate them. La paix en Gambie, c'est la paix au Sénégal et vice-versa. We have the same tradition. You cannot see any other two countries in the world that are similar like the Gambia and Senegal. Le New Deal entre le Sénégal et la Gambie va se traduire en actes sur le terrain. Déjà, le président Adama Barrow s'engage à alléger les tracasseries notées à la frontière afin que les échanges économiques se fassent dans les meilleures conditions avec une circulation optimale des personnes et des biens sans contrainte pour les transporteurs. Depuis que j'étais là, d'ailleurs, pendant l'impasse politique en Gambie, j'ai discuté avec mon frère, le président Macky Sall, et nous sommes tous d'accord que nous allons faire tous les efforts possibles pour régler ce problème. C'est une volonté bilatérale de part et d'autre, et nous sommes absolument décidés à régler ce problème-là. Et nous savons, nous, en Gambie, nous ne ferons rien qui puisse bloquer, puisse rendre difficile les conditions de transport entre les deux pays. Nous sommes décidés à résoudre ce problème et nous allons le résoudre. C'est une forte volonté politique de part et d'autre. Oui, pour ce qui est de la sécurité aussi, la sécurité en Gambie, c'est la sécurité du Sénégal. La sécurité du Sénégal, c'est la sécurité de la Gambie. La Gambie n'a de frontières qu'avec le Sénégal. Donc c'est tout naturellement que nous discutons et que nous trouverons un accord en matière de sécurité parce que c'est dans notre intérêt commun. Parmi les questions soulevées, il y a la crise casamançaise. Là-dessus, Banjul s'engage à soutenir le processus de paix entamé par Dakar. Le président va accompagner le Sénégal dans la recherche de paix en Casamance.
Le Sénégal veut la paix, il ne veut pas la guerre. Et c'est pourquoi nous avons toujours tendu la main à nos frères de Casamance, du MFDC, pour dire qu'il faut aller vers cette direction. Et je dois d'ailleurs quand même reconnaître qu'ils ont fait des efforts. Parce que depuis que je suis là, il n'y a pas eu de problème en réalité en Casamance. Il n'y a pas eu de coup de feu entre le MFDC et l'armée. Et nous discutons. Nous discutons, c'est lent, mais ce sont des problèmes complexes. Et j'ai demandé au président Barrow aussi de nous apporter son soutien dans cette recherche de paix en Casamance, ce qu'il a accepté tout naturellement. Comme un symbole, c'est au salon de la Sénégambie que les deux chefs d'État vont déjeuner ensemble en compagnie